tous les jeunes de la COSA, de la région de l'Akara, savent que Faure n'a rien foutu. Et il y a les réseaux sociaux, et ça leur permet de savoir ce qui se passe dans les pays limitrophes, au Bénin et au Ghana. Vous voyez Patrice Talon, c'est son dernier mandat, et sa dernière participation à la fête nationale. Vous avez vu le look que Patrice Talon a sorti, sa dernière année, et il va quitter le pouvoir d'ici peu. Et ça va permettre à la démocratie de grandir et que de nouvelles énergies viendraient continuer ses œuvres. Parce que depuis la démocratie, le président Talon c'est le meilleur président qui a construit, reconstruit, a fait renaître le tourisme. Le tourisme a triplé au Bénin. Parce que c'est la tête pensante béninoise qui a créé tout cela. Ces richesses-là, ces talents qui les a créés. Mais pourquoi pas au Togo? Parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de vision. Leur seule vision, c'est le vol de l'argent public. Parce que le port seul peut payer les fonctionnaires et donner des bourses à tous les étudiants du Togo. Mais malgré cela, rien. Voilà notre Togo. Et nous devons changer cela. C'est le travail que nous tous, nous devons faire. Merci une fois encore, Romarisso. Merci beaucoup. Merci, Romarisso. Merci pour ta contribution. Bien, la parole est maintenant à Reid. Vous êtes là, D? Oui, bonsoir Wawa. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci. Yeah, Wawa, toi tu es... Moi je suis ton chef. Quand je vais vous donner un arbre de cola, je pense que tout doit s'arranger. Bon, okay. J'aimerais d'abord vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour notre patrie, le Togo. Et j'aimerais vraiment féliciter le commandant pour son courage, pour sa bravoure, pour sa détermination justement à ce que mon pays, le Togo, puisse retrouver vraiment la tranquillité et son épanouissement total. Mon ami, tu élèves des chiens ou quoi? C'est mon chien qui est à bord dehors là. Ok, d'accord. Je pense qu'il a dû traverser des moments très difficiles et à travers Dieu et les mains des ancêtres, il a pu s'en sortir et aujourd'hui il nous parle. Félicitations à lui pour sa bravoure. Et moi j'aimerais savoir quelque chose. Vu que les marches sont toujours réprimées, et ce qui a mis aujourd'hui la peur dans tous les Togolais, parce que quand tu sors pour la marche, tu ne sais pas si tu dois revenir. Je voudrais savoir à travers mon commandant, pourquoi notre armée n'est-elle pas patriote? Et c'est ma première question. Puisque si on veut comparer justement les choses, et personne ne pensait qu'un jour Blaise Compaoré allait quitter le pouvoir, mais compte tenu de la détermination du peuple qui est sorti du sud au nord, de l'est à l'ouest, les gens se sont retrouvés et ils ont arrivé justement à travers l'armée qui a pris justement sa responsabilité. Blaise Compaoré était obligé de fuir un après-midi à 14 heures pour la Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à ça, j'aimerais savoir pourquoi notre armée n'est-elle pas patriote? Merci et surtout, je suis à l'écoute. Merci pour ta question. Bien. Commandant? Oui, Raid 226, merci pour ces éloges. Ouais, ça c'est... Je vais qualifier cette question-là de rouge. Ça, c'est question rouge. Voilà. C'est normal, tous les Togolais se posent des questions. Pas uniquement les Togolais, hein. Les Béninois, les Burkinabés même, quand ils nous appellent, les Ghanéens, pratiquement les Africains. Oui. Au Ghana, on n'en parle pas.
J.J. Ronlus a tapé du poing sur la table. Voilà. Il a toujours dit, même avant sa mort, qu'il ne sait pas ce qui arrive aux militaires togolais. Moi-même, j'y étais. Voilà. Mais je vais vous dire ce qui fait que aujourd'hui, tout le monde est étonné de voir une armée qui ne réagit pas comme cela se doit. Voilà. Vous savez, au sein de l'armée togolaise, il y a un noyau. Ce noyau est composé des gens qui sont proches de M. Faure Gnassingbé. Les gens de sa famille, les cousins, les proches. Et ensuite, au moment des recrutements, vous savez, à travers les réseaux sociaux maintenant, les militaires cabiais comprennent quelque chose. Ce n'est pas eux tous maintenant qui sont calqués sur le système en place. Donc, lors des recrutements, on fait des recrutements avec un nombre élevé dans la communauté des chefs de l'État. Bon, on se dit que c'est l'armée qui est devenue l'industrie ou les entreprises qui sont installées dans la COSA. Au lieu d'installer des entreprises pour occuper les jeunes, on a plutôt transformé l'armée togolaise en une entreprise qu'on a déposée dans la COSA. Et ces jeunes qui sont recrutés, et je ne sais pas comment qualifier cela, je peux dire que c'est une contagion affectueuse. De la tête jusqu'en bas. On vous fait montrer que c'est votre frère qui est président. Vous devez tout faire pour le soutenir. Vous devez passer par tous les moyens pour le défendre et le soutenir. Et comme le nombre là est élevé, voilà. C'est parmi eux qu'on désigne des gens pour s'occuper du matériel. Vous savez, ce matériel-là, c'est ça qui permet à l'armée de vivre, de prendre soin du matériel dans toutes les casernes. Et ils sont là, ils surveillent aussi les autres. Voilà, le recrutement, le nombre de recrutements n'est pas égal par rapport aux préfectures et à choses, par rapport aux régions. Donc, on met l'accent sur la région du chef de l'État. C'est ça même la base. Et c'est ces gens-là maintenant qui tiennent l'armée. Voilà. Aujourd'hui, nous constatons aussi que parmi les déserteurs, il y a les militaires de la communauté du chef de l'État. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Les militaires comprennent quelque chose maintenant. Et ce noyau-là, c'est ce noyau qui fait peur. Alors, au sein de l'armée, pour préparer quelque chose, c'est pas une seule personne qui agit. Il faut une bonne partie de l'armée pour agir. Au moins un bataillon. Et il n'y a aucun bataillon au Togo où les proches, les nervis du chef de l'État ne s'y trouvent pas. Il n'y a aucun bataillon. Et ils sont là pour rapporter les choses à la minute. Même vous êtes chef-corps, vous n'êtes pas vous êtes chef-corps, vous n'êtes pas un proche du chef de l'État. On met en même temps votre adjoint, on met un membre de la communauté du chef de l'État. Vous êtes chef-corps, mais vous n'avez vos manœuvres sont limitées. Voilà, donc c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, l'armée n'agit pas en tant que telle. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous devions continuer la sensibilisation. Il faut sensibiliser même les... Vous savez, dans les années 91, les tracts ont changé la mentalité à une petite partie de l'armée
même les Kabyais, certains Kabyais ont rejoint Kofico. Il y a un nom célèbre qui est mort à la primature, le caporal Amao. Oui. Voilà. Donc, nous devons continuer la sensibilisation parce que c'est l'ethnie là qui est pratiquement instrumentalisée au sein de l'armée. Nous devons continuer là. Pourquoi moi, je n'étais pas instrumentalisé? Parce que moi, j'avais eu la chance, j'ai eu la chance de faire un collège militaire. On était très épanouis, on connaissait les choses jusqu'à l'école d'officier. Je suis revenu, j'ai fait la garde présidentielle. Même au moment de la purge de la garde présidentielle, j'ai sauvé beaucoup de gens. Parce que j'avais appris quelque chose dans la vie. Et le comble, j'ai été affecté pour être aide de camp de M. Daoukou Péré. Et j'ai passé 5 ans à l'Assemblée nationale. Ça m'a permis d'écouter, d'entendre, d'écouter les débats. Et quand nous étions à l'Assemblée nationale, il y avait les Yaouvi Aboibo et Aïdam Kwaou Georges, paix à son âme. Yaouvi aussi, paix à son âme. Gaou Negbo et Zeus Ajavon. Et comment il s'appelle? Aoumé Zounou. Yigan, les Bonnet Yaouvi, je ne sais pas, Agoudamoumouni. Et il y avait des gens très éloquents au sein de l'Assemblée. Et ça m'a permis aussi de découvrir comment le Togo était dirigé. Et ça, quand vous assistez à ces débats-là, ça change la mentalité, ça révolte même. Donc, c'est depuis ce temps que j'ai commencé par regarder autrement le Togo. Voilà, je l'avais fait avant d'aller, mais bon, on dirait que j'étais prédisposé à sauver les gens. J'ai sauvé des vies humaines en 93 lors de la purge. J'étais sous-lieutenant à la garde présidentielle. Et ce que j'ai sauvé des vies. Il y a certains qui sont encore là. Ils sont à la retraite. Ils sont là. Voilà. Donc, je dirais que voilà ce qui se passe au sein de l'armée. Si nous tous, on avait changé de mentalité, s'il y a progrès dans le changement de mentalité, même de ceux qui sont chargés, recrutés pour protéger le système, vaille que vaille, il faut utiliser les armes du contribuable pour protéger le système, ne pas avoir pitié des Togolais parce que on veut conserver un régime. Je pense que il faut continuer la sensibilisation et ça peut marcher. Ça pourra marcher si la sensibilisation est forte. Voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet. Merci mon commandant. Merci mon commandant. Il y a Joe Kwasi qui est avec nous, qui va prendre la parole tout de suite. Bon, comme je suis là il y a quelques heures, ça va faire 3 heures de temps, je vais me déplacer pour quelques petites minutes, peut-être 1 ou 2 minutes, mais je donnerai la parole à Joe Kwasi. Je le mets tout de suite sur le grand écran. Donc, avant qu'il ne prenne la parole, nous allons jouer son morceau. Vous savez que c'est un militaire. Joe Kwasi est un militaire et béret rouge qui a servi aussi l'armée togolaise. C'est compte tenu de ce qui se passe au sein de l'armée qu'il a dû partir. Donc, il a dû quitter l'armée. Aujourd'hui, il vit en exil, mais il n'est pas que soldat, il est un artiste chanteur. Ceux qui ne l'ont pas encore écouté, ou bien il y a des gens qui écoutent son morceau, mais ne savent pas que c'est lui qui a chanté ça. Je vais vous jouer ça. Ok, je vous remercie déjà pour de m'avoir donné la parole et puis je salue mon commandant et j'ai vraiment suivi tout ce qu'il a dit et j'ai pu puiser un peu dans ce qu'il a dit. Oui. Et je vais remercier aussi Romarickson qui est arrivé et qui a touché un point très sensible qui est le point de la division entre les Kabyais et les autres communautés.
Et nous allons vraiment mettre un point sur ce cas. Parce que le pouvoir a toujours utilisé les innocents Kabyais pour se maintenir au pouvoir, alors que les Kabyais même sont victimes de tortures, de la galère que ce pouvoir nous a infligé à nous tous Togolais. Donc, aujourd'hui, je pense que le peuple togolais a compris et que les gens ne vont jamais tomber dans ce piège. Je remercie vraiment Romarichon pour ça. Ce que je vais dire ici actuellement est que mon commandant a beaucoup parlé. Moi, j'étais militaire et j'étais à Kara au Kanlandia et j'étais très proche du colonel Gnassingbé Ernest. Donc, je connais un peu comment le système fonctionne dans l'armée. Parce que même chez nous, au Kanlandia, il y a déjà l'armée, il y a des compagnies, les bataillons, et maintenant, il y a aussi la sécurité personnelle du colonel Gnassingbé. Et dans cette sécurité, il y a les gens du deuxième bureau. Et ce deuxième bureau, il y en a dans toutes les compagnies pour surveiller les militaires qui sont contre le système ou qui vont murmurer. Que ce soit au casse-croûte vous êtes, ou que ce soit à la garde, on vous écoute. Donc, à chaque fois que vous montez la garde, même si l'officier qui est de garde, il y a le sous-officier automatiquement qui est un pion un envoyé qui doit espionner l'officier. Donc, c'est comme ça. On met un officier comme commandant d'unité, mais son adjoint... Est-ce que spécialement, vous ne voulez pas venir en vidéo? Spécialement. Bon, je vais essayer. Je suis... S'il vous plaît. Je suis dans ma voiture. Bon, je suis en train d'aller quelque part, mais je me suis arrêté pour ça. Donc, je peux aller? Oui, mais en vidéo. Ok. Merci, c'est gentil. Ok. Donc, je disais que c'est comme ça et on met des gens, quand on met un commandant d'unité, il commande la compagnie, c'est vrai, mais son adjoint, c'est un pion, un espion. Donc, tu ne peux pas prendre des ordres venant de toi-même. Donc, vous allez voir que je vous avais dit ça l'autre fois, qu'il y a des officiers qui sont commandés par des sous-officiers. C'est-à-dire ce que le sergent ou le sous-officier dit, toi, l'officier, tu dois respecter parce que tu sais que le sous-officier est un homme recommandé par l'autorité là. Donc aujourd'hui, si les gens se posent des questions de savoir pourquoi l'armée n'intervient pas, je veux que vous sachiez que appelons les choses par leur nom. Une armée, ce ne sont pas des personnes qui font l'armée, c'est l'armement qui fait l'armée. Donc si vous voyez que les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils sont à Cibolo. Les militaires vont à la garde, mais ne vont même pas à l'avant, ne vont pas avec, on ne leur donne plus des munitions. Donc ils sont avec des chargeurs vides. Et que vous voyez que depuis un certain temps, depuis que les mouvements ont commencé, Faure Gnassingbé, il sait qu'il n'a jamais été élu par le peuple. Et il sait aussi que même l'armée, quand on vote, parce que quand on fait les élections au Togo, les vrais résultats lui sont présentés. Donc l'armée vote la veille avant que les autres ne votent. Oui. Donc quand on finit de voter, automatiquement on lui présente les résultats de l'armée. Et ils savent que l'armée même, dans l'armée c'est catastrophique. Plus de 97%, 18% des militaires votent pour l'autre camp. Et il a compris que l'armée n'est pas avec lui. Donc ils ont formé une armée qui sont des miliciens, qui sont des officiers habillés. Vous les voyez qui sont des militaires, mais c'est des milices. Et ce sont eux-mêmes qui gèrent, parce que c'est eux qui ont les armes. Eux, ils peuvent prendre même des cartons de munitions pour aller à la maison. On a confiance en eux. Eux, ils sont là, c'est des gens qui sont formatés pour tuer. Donc, ils peuvent vous tuer. Vous êtes comme des coqs qu'on peut tuer à tout moment. Donc, le militaire même est aussi prisonnier. Le militaire même est pris en otage. Donc, quand vous voyez Faure Gnassingbé au pouvoir, et que vous voyez même dans son propre village, tout l'arsenal qui le suit,
ne pensez pas que c'est pour rien. C'est que quand il se déplace, les gars sont sur lui. Ils attendent seulement. Ils sont prêts à mourir pour lui. Donc ces gens-là, ce sont eux, on infiltre certaines personnes jusqu'à dans vos... Quand on constate que toi, tu n'es pas clair, il y aura quelqu'un même qui est à côté de toi pour te surveiller. Donc dans l'armée, dans les régiments, dans toutes les compagnies, on voit l'officier qui est le commandant de la compagnie, mais l'adjoint, c'est un homme de bras de fort. Donc dès que tu murmures quelque chose, dès qu'on sent un geste, ça dit on te finit. Parce qu'on te finit, on a fini des gens comme on a fini Madjoulma, mais c'est parce que Madjoulma était un homme influent que vous avez su. Mais des sous-officiers, des hommes de rang, des officiers qu'on a fait disparaître et que leur famille ne peut même pas parler, ils sont nombreux. Ceux qui ont déserté l'armée aujourd'hui, l'armée togolaise, ils sont nombreux. S'ils commencent pas à dire qu'ils vont rechercher les gens, tout ça là, c'est parce qu'ils savent le nombre de déserteurs. Aujourd'hui, ce que moi je vais dire, mon commandant, vous êtes un officier et vous êtes commandant. Non seulement vous avez fait la garde présidentielle, donc vous savez, parce que moi j'ai été dans la sécurité très proche aussi du colonel Nyassimbe. Donc je sais comment ça fonctionne. Et être au RPC, ça dit c'est de connaître même comment ça fonctionne, parce que de la même façon ça fonctionne avec Eyadema. C'était comme ça que Ernest aussi faisait sa sécurité. Donc on peut comprendre un peu ce que c'est. Donc ce que nous avons à faire, nous n'avons pas déserté parce que nous ne sommes pas compétents. Nous n'avons pas déserté ou bien on ne nous a pas reformés. Nous n'avons pas été renvoyés de l'armée. Nous avons quitté de notre propre gré. Parce que nous avons dit non à l'injustice, parce que nous avons choisi travailler du côté du peuple. Aujourd'hui, le peuple a besoin de nous. Donc nous devons nous organiser maintenant parce que nous avons affaire aux ennemis de la République. Aujourd'hui, en face à face, si vous pouvez voir un ministre des droits de l'homme vous dire que rien ne se passe au Togo et que tout a été juste et fabriqué pour montrer la face du Togo, tout comme le Togo est un pays en problème, vous allez comprendre que ces gens sont des gens, c'est-à-dire de mauvaise foi. Ils ne sont pas là pour le bien-être des Togolais et nous taire sans vouloir donner nos vies, comme par exemple Amron l'a fait, sans vouloir donner nos vies pour que nous sauvons notre pays, c'est être complice de tout ce qui se passe sur notre population. Le peuple togolais doit se mettre debout comme un seul homme. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une vie au Togo. Quelqu'un qui a déjà faim n'a rien à perdre. Quelqu'un à qui on a arraché la dignité n'a rien à perdre. Ce que nous allons faire, ce que nous allons nous lever maintenant, nous allons attaquer, ce n'est pas eux qui vont nous attaquer. Nous allons nous défendre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pensez pas que vous allez faire une marche au Togo ou bien des élections au Togo. De toutes les façons, ils ont suspendu les élections. Donc le monsieur a pris le Togo en otage. Frères, chers et frères togolais, le moment est arrivé. C'est maintenant ou rien. Levons-nous comme un seul homme pour aller arracher la victoire. Mon commandant, vous êtes un grand pion, vous êtes un grand homme et je sais que vous avez beaucoup à apporter. J'aimerais que vous apportez militairement, comme un officier, apportez ce que vous pouvez apporter pour affronter les gens qui vous ont torturé, pour affronter les gens qui ont volé votre dignité, les gens qui vous ont transformé, qui ont dit que vous étiez ceci, alors que vous étiez seulement en train de lutter pour votre peuple. Le combat continue. Alors, nous, on est prêts. Merci, Monsieur Mokhtar, et merci, mon commandant. Et je dis encore une fois merci à Romaric Son, qui a touché le point sensible. Alors, c'est ce que moi j'avais à dire. Grand merci à vous. Donc, bonne journée.
Merci Joe Kwasi. Et dans votre intervention, vous m'avez rappelé quelque chose. J'avais un thème très important, mais comme vous parlez là, ça m'a rappelé le thème. Donc, je vais passer la parole au commandant pour vous répondre et au même moment pour éplucher le thème que vous avez oublié. Et il s'agit de la désertion des militaires de l'armée togolaise. Donc, au commandant, je dis ceci. Nous avons vu tout récemment la liste des soldats déserteurs qui s'élève à 559 personnes. Pourquoi cette désertion et qu'est-ce qu'il se passe exactement au sein de l'armée? Fort pense-t-il que ces soldats déserteurs sont-ils un danger latent pour son pouvoir? Voilà. Merci beaucoup. Grâce à vous, je me suis rappelé ce thème-là. Et donc, le commandant, en vous répondant en même temps, va répondre à la question que je viens de lui poser. Merci beaucoup, Joe. Bon courage à vous. Joe, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Une intervention dosée. Voilà. Je te félicite parce que tu es un soldat. On sent dans ta voix le vrai soldat. Le soldat qui n'a pas peur. L'ouvrier qui est conscient de son rôle de protection. Joe, fermez votre micro. Parce qu'il y a l'écho. Oui, allez-y. Voilà. Donc, j'ai beaucoup apprécié son intervention. Je l'ai suivi la fois dernière. Bon, Joe, je le connais très bien, il me connaît aussi. Voilà. Ça, il parle comme un vrai béret rouge. Mais un béret rouge qui a pour mission de protéger son pays et de protéger ses citoyens contre toute adversité. Peu importe la nature de cette adversité. Aujourd'hui, je me dis que le régime du Togo est devenu l'adversaire du peuple togolais. Donc, Joe Kwasi est rentré dans ce canevas et cela m'a beaucoup plu. Si j'étais où je suis, quelque part, où je dois monter, en réalité, je dois monter sur ce qui réprime les Togolais, je souhaiterais avoir Joe Kwasi comme chef de groupe. Si je suis chef de section, si le chef de groupe, ça irait très bien. Voilà. J'apprécie, j'ai compris, j'ai pris bonne note. Voilà, le reste, c'est inbox. Voilà. Donc, doyen, tu as évoqué le problème de désertion. Je vais, comme il fait un peu tard, je ne sais pas si... Bon, on va dire ce qui se passe exactement dans l'armée d'une manière rapide. Voilà. Vous savez, depuis l'avènement de Faure Gnassingbé, l'armée, en toute sincérité, n'est pas à un niveau où elle doit normalement protéger les soldats, les sous-officiers, les officiers. Comme l'a dit Joe, il y a une certaine pesanteur au sein de l'armée, de toute l'armée, dans toutes les unités. Premièrement, je vais parler de la désillusion. Quand les gens voient les militaires défiler, ils sont émerveillés, ils veulent servir le pays. C'est une autre réalité. Voilà, la désillusion, c'est quoi? C'est le sentiment d'une personne qui découvre une réalité non conforme à ce qu'elle avait pensé. Ou ce qu'elle attendait. Voilà, quand vous rentrez dans l'armée togolaise, vous n'êtes pas courageux. Même déjà le Centre national d'instruction, les gens déposent les paquetages et fuient. C'est la désillusion. Voilà. Secondo, il y a les menaces
et la persécution. Au sein de l'armée togolaise, il y en a. Moi-même, en 2005, j'ai été menacé par un cousin de Fort Gnassingbé. J'ai été menacé de mort par un cousin de Fort Gnassingbé. Parce qu'ils estimaient que, comme je suis de Pia, je devrais être méchant ou être un tueur ou quelqu'un qui n'a pas pitié des gens qui s'opposent au régime de son cousin. Voilà. Donc il m'a appelé au téléphone, il m'a menacé de mort. Voilà. Et j'ai réagi aussi promptement. Donc, si tu n'es pas comme moi au sein de l'armée, si tu n'as pas les deux pieds sur terre, tu vas fuir. Tu vas partir. Donc, les menaces et les persécutions font partie des causes, une des causes qui fait que les gens désertent. Voilà. Je continue en disant qu'il y a la jalousie. La jalousie aussi déclenche la persécution. Certains militaires, quand ils sont bien bâtis, ils sont intelligents, ils sont propres, et puis, des fois, ils sont aimés par le commandant de compagnie. Cela suscite la jalousie des autres, et on l'accable de tout. Et ce gars comme ça peut être menacé, et quand il y a un événement au sein de l'armée, il ne fait pas attention, lui part. J'ai plusieurs exemples même à citer, surtout quand on prend le camp Landia, le camp de Djokwasi. Voilà. Maintenant, la cause majeure actuellement qui fait fuir les soldats, c'est le front de l'extrême nord au Togo, Koundouaré. Koundouaré est également une cause majeure qui fait fuir les Togolais. Je vais aller dans les détails avec l'opération Koundouaré. Voilà. Vous savez, certains militaires dans l'opération Koundouaré sont convaincus que la hiérarchie les envoie à la mort. Oui. Puisque certains, quand ils reviennent de cette mission, après avoir effectué 6 mois là-bas, normalement... Opération Koundouaré, vous voulez parler de cette opération contre le terrorisme, contre les terreaux. Voilà. Terreaux à l'extrême nord. Oui. Donc, vous savez, les conditions de vie et de travail là-bas laissent à désirer. Tout comme hier, nous avons écouté le journaliste Ferdinand Ité qui a parlé des Turcs, plus d'un bataillon de Turcs qui sont dans la zone et ils sont traités autrement. Ils sont bien nourris, oui. Ils prennent du pain, des croissants, c'est avec l'eau voltique qu'ils font la cuisine, c'est ça qu'ils utilisent, alors que les militaires togolais, des fois, vont dans les rivières pour se baigner, laver leurs habits, voilà. C'est l'eau de la citerne qui arrive, voilà, l'eau avec les produits chimiques, là, l'eau des robinets, là. C'est ce qu'ils prennent. Voilà, donc certains ont l'impression qu'on les envoie à la mort. Je m'explique en disant que quand vous quittez cette mission, 6 mois après, normalement, vous devez faire un long temps avant de retourner sur le terrain. Certains reviennent après 1 mois, 2 mois, on les rappelle pour qu'ils retournent sur le terrain là-bas. Ça aussi, ça fait fuir. Voilà. Et quand les gens voient leurs camarades tomber, ça les traumatise. Ça les traumatise et je ne pense pas qu'il y a des militaires ou des docteurs psychologues qui sont sur le terrain là-bas pour ramener certains militaires qui sont traumatisés, pour les ramener à la vie normale. Donc ça aussi, ça fait fuir. Bon, les primes, imaginez que vous êtes au front, sur le champ de bataille, vous n'avez que 2000 francs comme prime par jour. Donc, à la fin du mois, c'est 60 000. Ouais. Donc, ça aussi, ça ne motive pas les militaires à continuer le combat. 60 000 francs. Seulement.
Mais vous n'êtes pas motivé. Quand les terreaux apparaissent, ben, tu n'as pas la fougue pour faire le travail. Tu vas dire, même à cause de 60 000 francs, je vais mourir, laisser mes enfants, laisser ma famille. Mais les gens préfèrent déposer les armes là-bas et puis partir. Oui. Voilà. Donc, oui, c'est pratiquement ces raisons-là qui font quitter les militaires au front. Donc, dans les autres unités aussi, on remarque que les militaires partent. Et certains, quand on les soupçonne d'être opposants ou sympathisants des partis politiques de l'opposition, quand on découvre qu'un militaire a des relents réformistes, ça aussi, ça déclenche des persécutions de certains chefs militaires zélés et les gens sont obligés de partir. Donc, voilà, d'une manière ramassée, les raisons qui font fuir les militaires. Mais bon, on peut revenir un jour pour aller dans les détails, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Ça, là, j'ai survolé ça rapidement parce qu'on avait oublié ce thème. Donc, je l'ai survolé pour Bon, je vois des questions sur le panel. Les gens disent que pourquoi les militaires ne doivent pas manifester, par exemple, pour le salaire. Non, vous savez, au sein de l'armée, il y a une clause qui oblige les militaires à avoir un devoir de réserve. Donc, dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. On ne peut pas réclamer. Normalement, c'est le chef ou le chef suprême, il a des informations. Normalement, il y a des renseignements militaires qui sont là et qui font remonter certaines informations au chef sur les conditions de vie et de travail des militaires. Voilà, au Togo, ce n'est pas fait dans les normes. Plutôt, ces gens-là surveillent leurs camarades qui murmurent et qui boudent. Voilà, qui boudent, qui murmurent ou qui disent des choses qui sont en colère parce que telle chose ne marche pas. Quand on découvre que tu es en colère pour, par exemple, insuffisance de la nourriture ou les treillis déchirés, on ne vous les remplace pas. Un seul treillis à Koundouaré, quand vous allez là-bas, on vous donne un complet de treillis. À la fin de votre mission, vous ramassez ce treillis-là, vous réintégrez le treillis et vous repartez comme ça. Quand ça énerve les militaires, ils boudent. C'est des informations comme ça qui montent et on sanctionne ceux qui boudent. Voilà. On les sanctionne ou on les affecte quelque part. Eux-mêmes, ils appellent ça le rocher. On t'affecte sur un rocher quelque part où tu vas galérer. Alors, tu galères là où tu es, on t'amène quelque part pour mieux galérer. Voilà, ça aussi, ça fait fuir les militaires. Voilà, en quelque sorte, ce que je peux dire sur ce sujet. Merci, mon commandant. Merci beaucoup pour ce détail. Bien, nous acheminons lentement vers la fin de ce live. Bon, néanmoins, il y a deux. Il y a Radel, vous avez la parole avant CPA. Oui, merci Wawa. Et j'aimerais d'abord dire merci et félicitations C'est toi parce que encore. j'ai beaucoup savouré la chanson de Joe Kwasi et tout à l'heure j'irai le découvrir sur YouTube. Oui. Vraiment à travers sa réaction, je pense que j'ai eu satisfaction par rapport à ma question dont j'ai apporté au commandant. Et vraiment félicitations à lui. Mais au fait, j'aimerais vraiment que le peuple vraiment se mobilise beaucoup plus. Quels qu'en soient les cas, on dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc, je pense que ceux qui s'en sortiront vont toujours se souvenir de ceux qui sont tombés et ces personnes deviennent automatiquement des martyrs. Et j'ai entendu le commandant dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Depuis quand on peut dire, quand on dit un équipement est personnel et quelqu'un doit porter son treillis pendant 3-6 mois et à la descente, il est obligé de laisser ce treillis-là pour quelqu'un d'autre qui viendra porter. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et côté salarial, à comparer, on dit toujours qu'il faut toujours comparer deux choses.
il faut toujours comparer deux choses. Quelque part, des personnes qu'on appelle des VDP, je veux parler des volontaires pour la défense de la patrie, sont payés à 80 000 francs avec une assurance garantie. Et en cas de décès, leurs familles sont prises en charge. Si il a une femme, automatiquement, la femme est intégrée dans la fonction publique ou dans un privé dont les privés ouvrent leurs portes pour leur permettre de pouvoir supporter les enfants que le monsieur serait parti pour laisser. Franchement, si on doit avoir une armée qui serait à la solde d'une personne au lieu d'être une armée défensive et patriote, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Vraiment, moi, par exemple, moi, je ne fais pas la politique. Hein. Je ne fais pas la politique parce que là où je me trouve, je vis très bien. Mais pour l'amour que j'ai pour ma patrie, aujourd'hui, ça me permet de voir et de pouvoir réagir. On ne peut pas vivre comme ça. Et au nom de la nature, au nom du Dieu et de nos ancêtres, je pense que tout viendra un de ces beaux jours. Si c'est pas un matin, ça serait un soir. Joe Kwasi, félicitations à toi, mon commandant. Je vous tire mon chapeau. Et Wawa, je vais t'envoyer un arbre de cola un de ces beaux jours. Ok, merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Au pays ou bien tu es hors du pays? Non, il dit vit mieux, donc ça veut dire qu'il est hors du pays. Non, mais laissez, il va répondre lui-même. Wawa, Oui, je vous entends. oui, tu vis au pays ou bien tu vis hors du pays? Comme tu dis que tu vis mieux, tu vis bien. En fait, moi, je vis hors du pays. Ça fait déjà 20 ans que je suis hors du pays. Waouh. Oui, comme ça, quand je retournerai au pays, tu vas venir me garder, quoi. Merci. CPA. Il est là? Bonsoir, CPA. CPA, bonsoir. Je crois qu'il n'est pas là. Bon, il y a beaucoup de gens en bas qui veulent monter. Mais je sais que, commandant, vous êtes fatigué. Moi-même, je suis fatigué. Bon, qu'est-ce que vous pensez? On va encore continuer jusqu'à 30 minutes et puis on va arrêter. Ok, donc on va leur demander de parler rapidement. Je donne à chacun 2 minutes et puis ça y est. Ils sont nombreux. Waouh. Vous savez, la question de l'armée, là, ça préoccupe les Togolais, hein, parce que... Ouais. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que il y a une bonne ambiance ici. En fait, moi, j'ai une bonne question pour notre commandant que nous aimons très bien. Ouais. Et actuellement, on voit que le mouvement s'essouffle. Se souffle parce que ça semble qu'on a perdu un peu de la dynamique. Et moi, ma question, c'est de demander à notre commandant, qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver le peuple? Parce que je sais que la réussite du mouvement de Tikpi est due au fait qu'il a eu antérieurement des sensibilisations. Et les autres amis, fermez vos micros. Mamie, fermez votre micro. Mamie. Bien, la personne n'est pas là. Théo aussi, fermez votre micro. Ah, d'accord. Parfait. Donc, elle continue. Donc, je sais que la réussite du mouvement de Tikpi en 2017 surtout. Et là, je me demande, étant donné que actuellement que le mouvement est essoufflé, je me demande si on peut pas faire la même chose. José,
miser beaucoup plus sur parce que on est conscient qu'il y a plusieurs raisons et que vu l'expérience qu'on a eue la dernière fois, on sait que c'est pas toutes les régions qui vont pleurer. C'est pas toutes les régions qui se sont mobilisées. Donc, est-ce qu'il ne faille pas mettre des moyens pour sensibiliser le citoyen dans chaque région, afin que le mot d'ordre qui va venir, que tout le monde soit au courant et que tout le monde soit prêt. Parce que je dis ça aussi parce que je ne parle pas seulement aux militaires, hein, aux militaires ou aux gendarmes, je parle aussi à la personne civile, la milité dans la société civile. Est-ce qu'il ne faut pas donner les moyens à la société civile de faire son devoir citoyen? Merci beaucoup et bonne journée. Merci, mon commandant. Ouais, bon, il a parlé du mouvement qui s'essouffle. Bon, je pense que c'est l'impression que les gens ont. Oui. Oui, pourquoi le mouvement a l'air de s'essouffler? C'est à cause de la répression. Et la répression des militaires togolais, c'est pas une mince affaire, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne idée de sensibiliser toutes les régions. C'est pourquoi au niveau du mouvement des blogueurs, ils ont pris des dispositions pour que que les gens viennent intervenir dans les langues, dans les différentes langues. Voilà. Pourquoi ça ne prend pas sur le plan national? Certaines régions sont... Vous savez, certaines régions sont coupées, hein, sont coupées de... Il n'y a aucune association des droits de l'homme là-bas, il y a rien, c'est des régions qui sont vides. Donc cela laisse la place à la dictature d'opérer. Quand vous prenez la région de Bassar, par exemple, Bassar et Guérenkuka, on prend des gens là-bas, on violente les gens là-bas sans que personne ne sache. Voilà. Vous prenez les zones de Mango, de Dapaon, c'est aussi un gros problème. Vous venez chez nous dans la Kosa, c'est la même chose. On a monté même certaines populations qui n'aiment pas entendre parler d'autres voix. Voilà, ceux-là, il faut les combattre. Par quoi? Par la sensibilisation. Voilà, cette sensibilisation nécessite des moyens. Entre-temps, on avait demandé à tout le monde de toutes les régions de faire un effort. Les gens ont fait des efforts, mais bon, les efforts ont été limités. Je pense qu'il faut continuer. CPA, fermez votre micro, s'il vous plaît. Quand le commandant aura fini, si vous voulez dire quelque chose, vous le dites. Fermez votre micro. CPA. Voilà. Voilà, donc il faudra mobiliser des moyens. Par exemple, dans la préfecture de la Kosa, nous, il y a certains jeunes qui ont pris sur eux de larguer des tracts pour que les gens puissent s'informer. Ces tracts-là ont travaillé. Voilà, donc si toutes les régions, les gens pouvaient même procéder par des tracts, ça ferait aussi, puisque comme les gens sont là, ils surveillent, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux, la personne là est doigtée. Donc, les tracts, par exemple, c'est la nuit. Normalement, la Constitution de 92 n'interdit pas les tracts. Mais aujourd'hui, les tracts au Togo, c'est considéré comme un crime. Donc, il faut faire ça la nuit. Et le lendemain, les gens découvrent. Ça aussi, ça. Dans les années 90, 91, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais c'est à travers les tracts qu'on a réveillé le peuple. Je pense que ça aussi, il faut il faut appuyer les réseaux sociaux maintenant avec les tracts. Dans toutes les régions. Il faut le faire. Voilà. Là, toutes les régions pourraient se réveiller. Et lorsque toutes les régions sont vent debout, l'armée ne peut plus faire grand-chose. En toute sincérité. Si nous tous, toutes les villes se mettent debout aujourd'hui, l'armée ne pourra rien faire. Merci. Merci. Vous êtes satisfait? Oui, effectivement, je suis satisfait
Non, mais en fait, c'est ce que j'aimerais comme ajouter. Je pense que il connaît bien le pays que moi. Ce que j'aimerais ajouter, c'est à un moment donné, il faut passer à l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de moyens pour que les choses se fassent? Parce que oui, on en parle, mais la situation n'évolue pas. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de financement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'outils ou d'instruments financiers pour pouvoir accompagner cette lutte-là dans ce sens-là? Parce que pour moi, les réseaux sociaux ont montré un peu le limite. Et il va falloir la présence sur le terrain pour pouvoir compléter ou pouvoir donner un écho aux choses qui se font sur les réseaux sociaux. Donc, s'il peut nous dire, je sais que peut-être, étant donné qu'on est suivi par plusieurs personnes, que c'est pas ce n'est pas le bon moyen pour pouvoir faire ces choses-là, mais s'il peut nous brosser un peu ce qui compte ou les instruments qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner cette lutte-là dans ce sens-là, parce que la présence sur le terrain est toujours importante, beaucoup plus important, surtout dans les régions, beaucoup plus important que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Soyez rapide. Voilà, moi je Oui, pense oui. que là, Bon, la question là, bon, nous sommes sur un lieu public. Si vous voulez avoir d'ample information, je pense qu'il faut se mettre en contact avec le doyen et on parlera inbox. Pour le moment, ce que je peux dire, il y a un GoFund, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, GoFundMe, qui est sur les réseaux sociaux, sur le plan financier, chacun peut participer et on a besoin de beaucoup d'argent pour faire certaines choses. Voilà, sur le plan financier, il y a un canevas pour ça. Maintenant, pour les autres, là, on ne peut pas laisser ça ici parce que le régime nous écoute et anticipe sur tout ce que nous disons ou tout ce que nous arrêtons. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations plus détaillées, donc vous pouvez vous mettre en contact avec le doyen. Là, le doyen fera en sorte que je me mette en contact avec vous et on verra. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, merci. Rapidement, on passe la parole à Lac. C'est Lac, non? Lac. C'est la casa. La casa. Voilà. Voilà. Bonsoir, mon beau-père, M. Ali Akondo. Je pense que vous allez reconnaître. J'ai changé un peu le nom. Et je vous remercie énormément, le commandant et puis tous les autres. Au fait, moi, je suis monté juste pour vous dire que il y a de cela un seul jour que je suis revenu du pays. Et le constat que j'ai fait, je pense que j'ai fait au moins une grande partie du Togo. Et j'ai fait un constat tellement amer. Et si j'ai fait un constat tellement amer, et si il y a écho chez quelqu'un là. Je crois, mes administrateurs, ne montez plus les gens. Nous sommes arrivés à un moment où, bon, on est fatigué, on va arrêter le live. Okay. Ils sont venus en retard, on ne peut pas rester tout le temps devant l'écran. Nous sommes déjà fatigués. Alors, je disais vraiment ne que... montez plus, s'il vous plaît, ne montez plus les gens. Alors, je disais que j'ai fait vraiment un constat vraiment amer, et puis de telle manière que ce que j'ai pu constater, c'est que notre pays est vraiment en déconfiture totale. Parce que j'ai parcouru, je suis allé jusqu'au nord, le 17, lors de leur fameux vote municipal, j'étais sur la route jusqu'au nord, j'ai traversé je suis allé proche de Mango, pour juste voir ce qui se passe. Mais en réalité, les gens pensent que le peuple togolais est divisé. Non. J'ai pu interroger beaucoup de personnes de fonctions différentes. C'est la même version, c'est qu'on est fatigué. Mais
comment on peut faire? Parce que la peur a gagné presque tous les Togolais. Même filmer, faire une photo, si tu es proche de quelqu'un, il a peur. Vous voyez? Et j'ai eu à faire de certaines photos. J'ai beaucoup d'images. Vraiment, si je vous montre les images du Togo, incroyable. Mais c'est comme le monde s'est arrêté sur le Togo, quoi. Vraiment. Je suis allé jusqu'à la frontière du Ghana. Et la vitrine du pays, c'est son entrée, la porte d'entrée. Franchement, quand vous traversez la frontière, vous rentrez directement au Ghana, vous savez que vous êtes rentré dans un pays, parce qu'il y a la vitrine qui vous accueille par rapport à la nôtre. Je suis allé passer par la frontière du Togo vers le Bénin, c'est identique. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai des images pas possibles. L'ensemble, quand le pays est abandonné. Ce que j'ai fait le constat, c'est que si nous, la diaspora, on ne constitue pas, il va falloir qu'on forme vraiment les gens pour aller aider ce pays-là. Parce que les gens, je ne sais pas par où, parce que quand vous interrogez certains, ils se disent, mais nous, on cherche un déclencheur. Vous voyez. Mais qui va prendre le vent? Plusieurs personnes m'ont dit ça. Vous voyez? Donc, je ne sais pas par quel moyen il faut le faire. Sinon, moi, j'ai l'impression que le pays, les autorités, entre griffes, sont en train de faire de telle manière. Ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Et parmi eux, j'ai constaté que parmi eux, ils font quelque chose pour que ça puisse péter. Mais par où ça va sortir? Parce que j'ai interrogé quelques autorités, j'ai interrogé certains militaires sur la route de Palimé, j'ai interrogé certains corps habillés qui sont sur la route, mais ils font pitié, ils sont sales. Pareil aussi vers Sokodi, ils sont des petits, c'est des jeunes, et je ne sais pas comment décrire. Donc, je pense que il est temps que nous, la diaspora, qu'on puisse faire plus pour sauver ce pays-là. Sinon, si on compte, parce qu'à Lomé, c'est comme circuler, il n'y a rien, quoi. Les gens, ils sont frustrés, mais ils font avec. Mais ils cherchent à ce qu'il y ait un déclencheur. Voilà le constat, en résumé, le constat que j'ai fait. Donc, je nous exhorte à ce qu'on puisse faire plus, qu'on laisse des petits guéguerres de côté pour sauver notre patrie. C'est notre patrimoine. Parce que moi, je viens d'arriver, je suis arrivé hier, mais c'est ça le constat que j'ai fait. Il n'y a pas de déception, il n'y a pas question que celui-là, il est d'opposition ou de parti. Tous, ils disent, même toutes les ethnies, on est fatigué, ça ne marche pas, on prend ça, ça ne marche pas, il faut faire quelque chose. Mais voilà. Donc, c'est pour vous apporter cette nouvelle que notre pays est en train d'être décimé totalement. Tout est abandonné. Les lieux touristiques, les routes, c'est incroyable. Toutes les maisons à Lomé sont rouges parce qu'il y a tellement de la poussière. C'est incroyable. J'ai vu les gens faire des campagnes municipales, le même régime, sur les ruelles qui sont pas. Ils ont essayé de raccorder, faire encore remettre la poussière. C'est incroyable. C'est vraiment décourageant que je suis venu vraiment vous dire qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Sinon, si on compte que c'est au Togo là-bas que les gens vont se lever, je ne sais pas, mais j'en doute. Il va falloir que la diaspora constitue un groupe. Ce n'est pas pour aller faire des guerres, mais aller vraiment aider la population à se soulever un seul jour. C'est le constat que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai fait d'erreur. Voilà ce que j'apporte. Et merci au commandant. Merci à M. Ali. Et puis, à bientôt. Merci. Je pense que le commandant va dire un mot. Bon, quant à vous autres qui n'êtes pas encore passés, qui n'avez pas encore pris la parole, je vous en prie, si vous prenez la parole, soyez bref. Vous avez chacun 2 minutes, parce qu'on est fatigué et on doit aller se coucher. Mon invité, le commandant aussi, se lève très très tôt, alors qu'il est déjà
minuit ici. Donc, soyez bref, je vous en prie. Bien, commandant, vous voulez dire quelque chose aux observations que la CASA a faites? Commandant, vous êtes là? Et je suis là, je suis là, je suis là. J'avais muté mon micro. Voilà, la CASA, merci beaucoup. Merci de nous avoir apporté ce témoignage, puisque nous le disions depuis, notre pays est abandonné. Quand vous arrivez au Togo, on dirait que le Togo a connu 15 ans de guerre civile. C'est un pays abandonné et on a vraiment l'impérieux devoir d'agir pour que ça change. Bon, comme il a dit au niveau de la diaspora, lui-même, ce qu'il peut nous apporter, bon, qu'il prenne attache avec vous, et puis voilà, quoi, c'est ça, pour aller dans les détails. Voilà, nous sommes sur la place publique, nous savons que notre pays est profondément malade, il faut le guérir, il y a la volonté, mais ce qui marche, ce qui reste, on se le dira, quoi. Merci. Merci, la CASA. Bien, les gens prennent des noms, hein. Dollar, euro, vous avez la parole. Bonsoir. Dollar et euro. Vous êtes là? Bien, je passe la parole à Ouye A. Bon, on va savoir que c'est de lui que je parle. Prenez la parole. Ouye A. Ou bien c'est quoi? Je vais voir. C'est Ouye B. Oh non. Ah, Ouiao Bernard. Vous êtes là? Bon. La parole est à Baba. Baba, vous êtes là? Bien. Ça tombe bien. Oui, Voilà. oui, oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voudrais demander une petite interrogation au commandant. Je voudrais savoir si, concernant le cas des déserteurs, est-ce qu'il y a un délai de prescription pour ceux qui désertent la mer au cas où ils revenaient au pays? Parce que dernièrement, nous avons cru savoir qu'il y avait un militaire qui était rentré, mais qui a été appréhendé. Je voudrais savoir si il y a un délai de prescription pour ceux qui désertent et à leur retour, bon, ils ne sont plus inquiétés pour être condamnés bien, voilà quoi, être inquiétés vis-à-vis de leur désertion dans l'armée, quoi. Voilà, je Oui. voudrais poser cette question, commandant. Non, c'est une très belle question. Voilà, tout dernièrement, quelqu'un est rentré, il a été appréhendé, alors que la note de réforme a été lue et publiée. Voilà, normalement, dans la déontologie du métier, quand la note de réforme sort, vous n'êtes plus inquiété. Mais malheureusement, Faure Gnassingbé a sorti une note. Entre-temps, je pense il y a quelques mois, il a sorti une note pour dire que si quelqu'un déserte, l'armée va le rechercher pendant 5 ans. Et au cours de ces 5 années, s'il est attrapé, il sera présenté au tribunal militaire. Voilà. Donc, malgré la sortie de cette note de réforme, on a vu que la note que Faure Gnassingbé avait publiée il y a quelques mois, cette note-là est appliquée. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est ça la dictature. Normalement, un militaire qui déserte, après, normalement, 3 mois et 90 jours. Déjà, 3 jours après, quand on ne le voit pas sur le rang, on publie
un communiqué de recherche. Si on ne le trouve pas, pendant un temps, on sort une note de réforme, il est radié, et il est rayé des rangs des forces armées. Et bon, voilà. Et après, c'est fini, quoi. Personne ne le recherche et il est libre de ses mouvements. Maintenant, bon, cette note qu'il a sortie. Et entre-temps, il disait que celui qui fuit le front, celui qui fuit le front, donc, on a 5 ans pour le rechercher. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train d'appliquer actuellement. Voilà. Donc, c'est aux militaires même de se lever contre ça. Normalement. Aux militaires, quand même au front, tu pars au front, tu t'es exprimé. Il y a un temps, un délai. Si on ne te retrouve pas, bon. Aujourd'hui, on lit maintenant le front là à choses. Le front, la désertion, la punition, la justice. Voilà, c'est ça que les militaires eux-mêmes doivent faire ce combat-là. Voilà. Merci, mon commandant.